Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être là. Le vendredi matin, 9h30, c'est pas évident. Donc voilà, soit vous avez fait un gros effort pour vous lever, soit vous avez sacrifié une partie de votre soirée d'hier soir, et je vous en remercie. Donc à nouveau, merci pour votre présence. On va parler aujourd'hui d'industrie 4.0, sujet qui nous passionne tous ici. Je vais d'abord commencer par laisser mes intervenants se présenter. Intervenants qui sont venus ici pour certains au péril de leur vie, n'est-ce pas Sabri? Pour ceux qui ont eu vent de petit incident de collision aviaire de l'avion mercredi, voilà. Mais ils sont là pour vous. Je vous laisse vous présenter. Il a eu chaud. Bah, oui. Je commence. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Mancio, je suis en responsable de la cybersécurité sur le périmètre manufacturing et supply chez Sanofi. Donc toutes les usines de fabrication, les centres de distribution de nos médicaments worldwide, partout dans le monde. Donc Sabri Kemissa, donc responsable cybersécurité des installations industrielles du groupe Imerys. Donc Imerys, mon groupe français minier, donc extraction minière et transformation, peu connu, mais pour ceux qui ont suivi l'actualité du lithium en France dans l'Allier, voilà, c'est derrière ce projet-là, c'est Imerys qui opérera la future mine et de l'usine de transformation du lithium pour les batteries en Europe. Bonjour, Bertrand Aïtouati, j'ai rejoint le groupe Suez cette année. Je pilote un programme de sécurisation des sites industriels, voire un programme d'industrialisation de la sécurisation des sites industriels, à vrai dire. Sur le périmètre du groupe, sur les deux divisions de traitement de l'eau, eau potable, assainissement, et sur les différents métiers des déchets. Et on va en parler par la suite, mais donc en priorisant l'ensemble des pays et l'ensemble des métiers afin de mettre à niveau ces sites industriels. Merci. Et donc moi-même, je suis Sabine Dargueuve. Je suis responsable cyberdéfense d'un grand groupe industriel agroalimentaire français, voilà, dont je ne citerai pas le nom, mais qui fabrique entre autres des yaourts pour lesquels tout le monde se lève. Donc voilà, vous situerez. Mais je n'ai pas cité le nom, donc c'est bon. Ça c'est fait. L'industrie, déjà l'industrie en général, industrie française, c'est 13,5% du PIB marchand du pays. C'est 200 000 entreprises en France qui font de l'industriel, dont 90% de PME et de TPE. C'est plus de 3 millions d'emplois directs, donc ça pèse très très lourd dans le paysage de l'emploi. Et enfin, c'est 445 milliards d'euros d'exportation tous les ans pour la France. Donc, bon, on le sait très bien, la cyber là-dedans, c'est important. Une attaque peut mettre en péril tout ou partie de ces chiffres de manière assez lourde. Et on le sait aussi, l'environnement industriel est généralement à risque. Quel que soit le contexte, quel que soit le domaine d'activité, la menace augmente. Et déjà, de base, on a pas mal d'obstacles à surmonter. On a tout un passif à traiter dans ces environnements industriels. Et là, l'industrie 4.0 arrive. L'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez me donner votre définition du concept? Je commence. Vas-y. Je m'hasarde. Déjà, on va pas définir ce que c'est que l'industrie 4.0 en 5 minutes. Ce qui est au cœur de l'industrie 4.0, c'est déjà la data, la donnée, et l'exploitation de ces données-là pour garantir une meilleure productivité au niveau de l'usine, une optimisation des processus qualité, des processus de fabrication, etc. Donc, déjà, le cœur, c'est vraiment la donnée et l'exploitation de la donnée. Alors, on va parler d'optimisation énergétique, on va parler de maintenance prédictive, on va parler de pilotage de l'eau de fabrication, etc., etc. Et chez nous, on est un labo pharmaceutique, Sanofi, très très régulé. Donc on a besoin de démontrer auprès des autorités de chacun des pays notre capacité à délivrer in fine un produit qui est conforme à ce qu'on attend. Et donc ça veut dire beaucoup de traçabilité, beaucoup de papier. Et donc on parle aussi d'usine 4.0 autour du paperless, usine sans papier, où on va transformer l'ensemble de ces processus qui sont aujourd'hui manuels de manière digitale, électronisée, etc. Voilà, ça c'est de manière très synthétique et schématique, et vous m'en voudrez pas, ce qu'on pourrait appeler l'usine 4.0. Après, je vois deux enjeux majeurs. Le premier, c'est des enjeux autour de la technologie.
Qui dit usine 4.0 dit hyperconnectivité, dit énormément de nouveaux types de devices. Donc on augmente le nombre d'équipements et d'assets qu'on va connecter sur les réseaux industriels. Et puis surtout et avant tout un enjeu humain. On ne peut pas réussir la transformation digitale d'une usine ou d'un périmètre industriel sans embarquer l'ensemble des acteurs. Ça veut dire les équipes digitales IT, les équipes engineering automation, les équipes qualité, les équipes business. Et la cyber, elle est, un enabler, évidemment pas perçue comme un showstopper, donc elle accompagne cette transformation-là. Et souvent, on le voit en tout cas dans ce que l'on traite aujourd'hui et la façon dont on l'adresse, elle fait le pont et le lien entre des équipes digitales, IT, dites centrales, en tout cas c'est comme ça que nous, on adresse le modèle opérationnel aujourd'hui, et les équipes locales sur les sites industriels. Donc sans cette collaboration-là, la transformation digitale est probablement vouée à l'échec. Donc il y a vraiment cet enjeu humain, et je pense ça va être aussi un peu le cœur de la discussion, qui est essentiel quand on parle d'usine 4.0. Après, en fait, moi je dirais aussi, et donc 4.0, c'est le digital de la partie industrielle. Donc aujourd'hui, c'est comment on intègre aussi les nouvelles technologies, sachant qu'il y a, de mon point de vue, il y a deux typologies d'intégration. Il y a ce que j'appelle l'intégration verticale, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, la collecte de données, le traitement, on envoie dans le cloud, on a besoin de... Donc ça, c'est l'intégration verticale. Et on a aussi l'intégration horizontale, puisque historiquement, les usines, c'est des îlots de production qui étaient très souvent indépendants les uns des autres, pas connectés. Aujourd'hui, on essaye de faire parler ces îlots de production. On intègre des nouvelles technologies, on parle de tout ce qui est véhicules autonomes, on en a de plus en plus. On a la robotisation, c'est historique, mais aujourd'hui on a une transformation vers les cobots. Pour ceux qui ont vu, les robots, historiquement, les bras articulés étaient dans des cages. Aujourd'hui, la réglementation change, on n'a plus de cages, on a l'interaction avec l'humain. Donc on a aussi cette partie, je dirais, on va dire, interconnexion des systèmes au sein même de l'usine. Donc ça devient aussi on va dire un levier on va dire de digitalisation des activités dans l'usine. Et je finirai par ajouter, parce qu'effectivement, les données, Thierry, Sabri, cette connectivité qui permet de récupérer ces données, de répondre à des enjeux métiers. Ça peut être de communication. Au niveau des déchets, par exemple, on communique les niveaux du traitement de fumée. Ça, c'est une appli web de tous les jours, mais on peut le faire parce que, effectivement, on a les technologies sur le terrain pour récupérer les données des capteurs, les traiter, l'envoyer du côté IT et les mettre à disposition. Donc finalement, c'est tirer parti de la puissance et de toutes ces nouvelles technologies que je ne vais pas citer, parce qu'on les a beaucoup entendues ou pas entendues depuis mercredi, du côté IT, et en faire bénéficier ce monde industriel. Amélioration de la performance, mais aussi répondre à ses besoins métiers de communication. La cyber, ce n'est pas un showstopper, mais elle va même finalement bénéficier de cette hyperconnectivité, ou en tout cas connectivité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de gérer des identités sans d'annuaires centraux, de gérer ces nouvelles technologies d'antivirus, pour ne pas citer 3 lettres qu'on connaît bien maintenant, sans une plateforme centrale, de gérer des sondes, même sans plateforme centrale. Donc finalement, toute cette connectivité, tous ces services centraux qu'on a mis en place pour cette connectivité vont être finalement ces prérequis à améliorer le niveau de sécurité de nos usines. Merci. Donc effectivement, vous avez commencé à l'effleurer. Cette industrie 4.0, elle va se traduire en risques supplémentaires et aussi quelques avantages. Est-ce que vous avez des exemples de risques ou au contraire d'avantages ou d'enablers pour la cybersécurité suite à cette transformation? On ne va pas non plus toujours faire dans l'ordre. Tu prends vas-y. Déjà, je pense que sur l'approche de la sécurisation des usines, en fait, il y a deux composantes. Il y a finalement comment on traite l'existant, où on arrive avec des nouveaux projets, et on va accumuler les couches, puisque finalement une usine c'est 20, 30, 50 ans, donc on va chaque 3-4 ans, on a un nouveau projet qui vient avec ses spécificités, et il amène une nouvelle couche, donc il faut traiter cette partie-là au quotidien, donc l'existant.
Et on a le sujet des nouvelles usines, des nouvelles lignes de production, où là, on va commencer à parler de cyber by design ou par build, en fonction des sujets. Mais voilà, donc il y a ces deux composantes qu'il faut traiter, à mon sens déjà, d'un point de vue cybersécurité, de manière complètement indépendante, parce qu'on n'a pas la même approche. D'un côté, ça va prendre du temps à sécuriser, donc enfin, moi j'ai des cas où on a un slot d'une semaine par an pour pouvoir intervenir sur une production. Donc on a ce sujet de traitement, on va dire, de l'existant, et bon, surtout ne pas employer le terme obsolète, c'est le stock et l'existant, et les nouvelles productions. Et là, on va rentrer dans les nouvelles pratiques, on va essayer d'appliquer, en tout cas à minima, quelques principes côté IT, sur la partie design des infrastructures, on appelle ça la partie IT for Industry, parce qu'il faut pas se leurrer, côté industriel, on parle de production, mais il y a du PC, il y a du serveur, il y a de la virtualisation, il y a de la tablette, c'est des composants qui sont assimilés de IT, et c'est pour 80%, c'est ce qui compose aujourd'hui un système industriel, et donc on peut appliquer des choses intéressantes, et donc là il y a un vrai challenge de transformation, d'intégration de la sécurité, et aussi, on en a parlé tout à l'heure aussi, finalement, comment changer les pratiques en termes de build, mais aussi sur la partie run. Donc, je vais compléter. Alors, sur les risques, pour répondre à ta question, moi j'en vois, enfin il y en a évidemment énormément, mais il y a une exposition sur la surface d'attaque qui augmente, ça c'est indéniable. On va parler d'hyperconnectivité, donc on va ouvrir des réseaux et des systèmes qui étaient traditionnellement plutôt fermés. Donc forcément, on a une exposition aux cyberattaques qui est plus importante. Et le deuxième risque, est probablement, je considère, le plus important, c'est finalement, comme dans toute transformation, il y a des enjeux forts métiers, des patrons d'usine à qui on donne des objectifs de productivité, de gain de productivité qui sont forts, donc eux, ils veulent aller vite. Ils veulent aller vite, et qui dit aller vite, on ne maîtrise pas, et on a des choix de techno, de solutions, qui sont faits de manière pas forcément dans les règles de l'art, en respectant les standards. On a des fournisseurs qui poussent comme des malades et qui adressent directement le business dans les usines pour pouvoir vendre des solutions clés en main. C'est vraiment ça l'approche, c'est clé en main depuis les capteurs, depuis les équipements qu'on pose sur les chaînes de production jusque dans le cloud, en disant vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Le problème, c'est que quand on arrive comme ça, on a une approche qui est évidemment pas cohérente, qui n'intègre pas pour le coup ce que tu évoquais, le cyber by design. On a les fournisseurs qui sont pas tous complètement matures en matière cyber, et donc on a des risques importants d'ouvrir finalement des réseaux et d'avoir des failles et des vulnérabilités qui soient exploitées par les attaquants. Donc finalement, c'est plutôt j'allais dire, la prolifération des initiatives qui sont menées de manière non coordonnée, avec une approche qui n'est pas du tout standard et qui va fragiliser les usines dès lors qu'on va implémenter ces technologies et ces produits digitaux sur le périmètre industriel. Donc il y a vraiment cette double dimension, ouverture des réseaux et puis prolifération des technos et des acteurs, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Mais justement, Thierry, avec cette prolifération, en fait, c'est plus un état de fait. C'est plus les métiers. Tu as parlé des fournisseurs pour des besoins de télémaintenance, de réactivité. En fait, ils sont là. Et même avant, quand les usines étaient peut-être moins connectées, où il y avait peut-être pas cet interco des sites, c'était pas vraiment le air gap, il n'était pas là. Les partenaires, ils venaient quand même avec leurs clés USB pour la mise à jour des systèmes et autres. Donc, encore une fois, cette surface d'exposition qu'augmente parce qu'en fait, on les connecte toutes entre elles, mais je le vois encore plus comme une opportunité de rajouter de la gouvernance sur ces use cases de maintenance, de connectivité. Donc, c'est plutôt ce qui va nous permettre de remettre au propre, OK, comment vous fonctionnez, quel est votre écosystème, quels sont vos partenaires, quels sont vos use cases d'utilisation au quotidien, pour que, tu l'as dit, d'un point de vue design, nous, on descend des architectures, on puisse les accompagner et que finalement, chaque site soit moins... j'ai envie de dire, pas démunis, mais dans son coin à faire ce qu'ils peuvent en fonction des technos qu'ils ont, puisque avant ils ne pouvaient pas bénéficier de services centraux. Non, mais je rebondis, c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est une opportunité. On parlait de risque. Maintenant, si on l'adresse correctement et le fait qu'on amène du digital de plus en plus dans les usines, ça amène les équipes dans
dans les usines à solliciter et intégrer leurs initiatives auprès des équipes digitales, et donc à avoir, en termes de gains, une approche qui soit un peu plus cohérente, qui soit plus alignée. Et donc c'est à la fois un risque, et on le voit. Hein, je vais citer alors tout ce qu'on se dit. Enfin, ce qu'on se dit, il ne faut pas forcément le répéter, mais globalement, c'est enregistré. Bah, je précise avant que tu parles. Je vais faire au bon niveau. Ce qui est important, c'est que dans cette démarche-là, l'ensemble des acteurs prennent conscience à la fois des enjeux, des risques et de ce qu'on a besoin d'adresser ensemble pour couvrir ces risques-là. Je prends l'exemple d'une usine que je ne vais pas citer, qui était assez précurseur il y a quelques temps, donc quelques années, dans la volonté d'accélérer sur la transformation digitale. On parlera peut-être un petit peu de fondamentaux un peu plus dans le détail, mais qui n'avaient pas les fondamentaux en termes de cyber. Ce que l'on a vu, on a remonté, si vous voulez, cet état de fait vis-à-vis des comités de risque pour dire cette usine-là, n'étant pas au bon niveau en matière cyber, ne peut pas, et n'étant pas suffisamment mature, ne peut pas prétendre à accélérer sa transformation digitale. Donc c'est à la fois une opportunité de dire finalement, vous voulez accélérer dans cette transformation digitale, vous avez besoin de vous mettre à niveau, et on est là pour accompagner, pour faire en sorte que les usines se mettent à niveau, mais vous avez besoin de vous mettre à niveau, et vous ne pourrez pas passer le cap suivant si vous n'avez pas ces fondamentaux qui sont en place. Donc c'est pour ça que je te rejoins. C'est évidemment une opportunité, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a forcément une convergence en termes d'enjeux business. Donc si on est dans cette démarche-là, forcément, j'allais dire, la cyber en profite et je suis un peu long, c'est ça, non? Non, t'as dit le mot qu'il fallait pas dire. C'est-à-dire Convergence. C'était mon mot magique pour relancer Sabri si y avait alors vas-y. Non, mais là, il n'y a pas besoin. Sinon, on en a pour 4 heures. Thierry, tu m'as donné une excellente transition pour la suite. On a vu, ce sont des environnements très hétérogènes. Sabri, tu l'as dit, des environnements legacy. On empile des couches, on se retrouve avec des sites différents, des lignes de production différentes, etc. Est-ce qu'on peut quand même avoir justement des fondamentaux à mettre en place? Quelles seraient vos recommandations? Peut-être un fondamental, 2 à la limite, pour démarrer et accompagner cette transformation digitale, histoire de ne pas aller dans le mur. Moi, j'aurais tendance à dire déjà, il faut savoir de quoi on parle. Donc ça, je pense, c'est une composante importante. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, on parle beaucoup de système industriel, enfin, d'outils système industriel, mais finalement, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On a ce qui pilote pur la production. On a ce que j'appelle, moi, dans mon vocabulaire, les subsidiaires, donc tout ce qui est l'écosystème autour de la production. Ça peut être du laboratoire, du système. On en a parlé tout à l'heure, des systèmes de gestion de l'énergie. Donc on a, surtout dans le contexte actuel, on a pas mal de projets où, par exemple, autour de pour faire des gains au niveau énergétique, on déploie des stations, des panneaux solaires. On met en place nos propres systèmes de traitement d'eau. Donc on essaye d'être complètement autonome. Et tous ces systèmes-là viennent en appui à la production. C'est-à-dire, donc du coup, il faut avoir vraiment cette vision globale du système. Là, je ne parle pas même pas de technique, il faut vraiment comprendre comment fonctionne une usine et tout le process de production depuis l'entrée de l'usine jusqu'à ce que le produit ressorte de l'usine. Donc ça, pour moi, c'est un fondamental qu'il faut pas négliger, parce que ça permet, la première chose, d'être pertinent dans l'approche. Et le deuxième point, on a parlé du facteur humain, c'est aussi d'être crédible. Parce que lorsqu'on va avoir une personne dans l'usine, si on ne comprend même pas ce qu'il fait, on n'est pas crédible. Donc c'est vraiment hyper. Pour moi, c'est le prérequis, comprendre de quoi on parle. Ça va perdre. Tu voulais dire d'un point de vue équipe cyber, j'imagine? Oui, excuse-moi. Équipe cyber. Voire même des fois équipe 4.0, mais ça, c'est un autre débat. Si je me tourne côté organisation, Sabine, d'un point de vue le ou les 2 fondamentaux, je les vois à 3 niveaux. Il y a déjà la boutique dans sa globalité. Si vous avez été hier matin écouter Wavestone, une ambition sur le sujet, avec les moyens de cette ambition. Parce que sinon, on aura beau être copain avec
sur le terrain, avec nos EPI, si on n'a pas les moyens d'agir, ça ne marchera pas. Et si on n'a pas une vision de où est-ce qu'on veut aller, ça ne marchera pas. Il y a les divisions en tant que telles, les BU, qui elles aussi se rendent compte. Et on a des maturités différentes entre ces BU chez nous. Donc se rendre compte de l'importance de ces technologies. Et justement, Thierry, de leur exposition suite à ces nouveaux use cases d'industrie 4.0 et de connectivité. Et puis sur le terrain, on ne va pas parler de segmentation en réseau, de cartographie d'inventaire, mais peut-être après. Mais en fait, tout ça, on peut le faire que si on a des personnes effectivement sensibilisées. Mais déjà, pour qu'elles soient sensibilisées, il faut qu'elles soient là. Il faut donc le bon operating model, la bonne gouvernance sur le terrain autour de ces technologies. Sinon, on ne pourra pas appuyer sur la sensibilisation, un plan d'action, un plan de remédiation, techniquement, et puis après dans le run. Non, je vais juste compléter. Je pense qu'en termes de fondamentaux, et tu l'as esquissé, il y a besoin d'avoir défini, alors il y a une ambition évidemment, mais il y a besoin d'avoir défini un framework à la fois organisationnel, process et outils, cyber, encore une fois, qui soit les fondations de la cyber dans toutes les usines. Je réinsiste, on ne peut pas se lancer dans une transformation digitale si on n'a pas mis en place ces fondamentaux. Et encore une fois, c'est des activités cyber qui sont, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire, mais qui permettent de maîtriser les assets et la protection des assets qui sont déployés sur les usines. Si on n'a pas cette capacité de le faire, j'allais dire nativement avec le bon niveau de maturité, imaginez quand vous allez rajouter des dizaines, des centaines et des milliers de nouveaux équipements. Imaginez quand vous allez ouvrir les réseaux et faire communiquer les systèmes de manière beaucoup plus large, y compris dans le cloud, si vous n'avez pas une capacité de maîtrise. Donc la maîtrise des assets et du niveau de protection de ces assets-là, et encore une fois, ce n'est pas que technologique, c'est des process, c'est de l'organisation. On en parlait d'engager, enfin la partie humaine, c'est on engage les équipes pour que de manière opérationnelle, les process cyber soient déployés au niveau de chacun des sites. Donc ce framework-là, il est indispensable à avoir défini, mis en place. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que tout marche bien, mais on a la maîtrise. Et si on n'a pas la maîtrise, on va à une catastrophe en termes de déploiement de la transfert sur les usines. Donc ça, c'est vraiment l'élément pour moi fondamental. En plus, juste en complément par rapport à ce framework, c'est qu'il faut aussi intégrer dans le framework finalement les collaborateurs et les opérateurs dans les usines, parce qu'une partie du framework va être déployée par eux quand même. Et tu parlais d'operating aussi, pendant le run, une partie du framework, c'est les personnes dans les usines qui vont l'opérer. Donc il faut vraiment aussi réfléchir à comment on va intégrer ça, quel est l'impact sur les personnes dans l'usine et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Parce que finalement, ce qui est important dans une personne dans l'usine, qu'on va aller voir, en fait, l'objectif, c'est qu'on amène des solutions. Il faut qu'on amène des réponses à leurs interrogations. Si on repart avec je prends ta question et je reviens vers toi, on a perdu la bataille. Donc c'est super important d'anticiper et d'intégrer les gens, les opérateurs dans les usines, dans la réflexion et dans le déploiement du framework. Pour moi, c'est essentiel. Juste un complément, quand on parle de framework, évidemment, ça paraît simple. Il faut y aller progressivement. Nous, on a commencé avec des choses assez basiques et tout le monde ici, je pense, l'a déjà fait ou est en train de le faire en termes on parlait de protection des réseaux, en termes d'antivirus, etc. Ça, c'est le basique. Et l'approche en termes de déploiement d'un framework de ce type-là, c'est d'y aller par étapes, de ne pas vouloir tout faire d'un coup. Ça, on est clair que ça ne marche pas, mais d'y aller progressivement et de se fixer par rapport à cette ambition-là, de se fixer des objectifs année après année pour que derrière, on monte en maturité, qu'on soit capable d'étendre des capacités digitales sur les usines. Donc vraiment, ce caractère progressif est important. Mesurer la performance des sites, ça c'est essentiel. Et savoir valoriser le progrès au sens, même si on n'est pas au niveau attendu, on montre qu'on est en mouvement. Ça aussi, c'est essentiel dans la démarche d'implémentation et de déploiement de la cyber. Merci. Donc déjà, là, on a une direction dans laquelle aller. J'aimerais bien qu'on revienne sur les 3 points clés que vous avez évoqués et qu'on passe un tout petit peu de temps, pas trop, sur chacun d'entre eux. Tout d'abord sur l'aspect technologique et l'aspect outillage.
pour accompagner cette transformation? Je pense que c'est le plus simple, on va commencer par celui-ci. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Alors, tu veux commencer? Volontiers. Des outils, quelque part, tu viens de le dire juste avant. D'un point de vue chaîne de valeur sécurité, on ne réinvente pas le monde. C'est pas parce qu'on l'applique, on le décline, on l'intègre dans le milieu industriel que tout d'un coup, l'approche d'analyse de risque, elle change, la façon de les couvrir également. Ce qui va changer, c'est effectivement potentiellement les technologies qu'on va utiliser. Ça va être la façon dont on va les déployer. Ça va être la façon dont on va les utiliser. Évidemment, je pense au patch management qu'on ne va pas déployer comme ça, comme dans le monde IT. Mais finalement, tu as parlé d'antivirus, les antivirus nouvelle génération, les EDR, on est entre nous, la JV. Nous, par exemple, on a fait le choix... C'est toujours enregistré. Pardon. Donc, antivirus nouvelle génération, Endpoint Detection Response. On a fait le choix d'une autre technologie que celle qui avait été choisie dans le monde bureautique. Parce que justement, on a des problématiques d'obsolescence, on a des problématiques de déploiement, on a des problématiques de connectivité qui sont potentiellement mal adressés par les outils qu'on a côté IT. Et puis après, on a aussi des problématiques tout simplement d'un point de vue outillage, même si j'aime bien parler de à quoi ils servent, qui sont dédiés. Ce que j'ai là par exemple en tête, c'est l'inventaire. Une des premières problématiques à laquelle on est confronté quand on va monter le niveau, c'est mais finalement qu'est-ce que j'ai? C'est le fameux je ne peux protéger que ce que je connais, évidemment. Et donc là, finalement, dans le monde IT, on ne s'est pas amusé ces 10, 20, 30 dernières années à déployer des sondes partout pour regarder ce qui était connecté. Mais finalement, dans ce monde industriel, ça peut nous donner cette visibilité, du moins en one-shot, pour commencer à faire quelque chose. Et ces sondes, justement, elles sont dédiées à cet usage-là, spécifique au monde industriel. Je vais juste compléter, parce que pour le coup, on a une approche un tout petit peu différente, en tout cas chez Sanofi. Tu évoquais le fait qu'il y ait besoin, en termes de technologie, d'avoir... des technologies qui soient adaptées au monde industriel. La stratégie qu'on a eue chez Sanofi, c'est justement d'utiliser les mêmes standards. Et finalement, en termes technologiques, je résumerai à standardisation. Alors après, il y a des contraintes, c'est pas simple, etc. Mais plutôt que d'avoir des technologies différentes, c'est vraiment de déployer, en les adaptant, mais de déployer les mêmes technologies sur l'ensemble du périmètre, y compris donc sur les systèmes industriels, pour que derrière on ait une homogénéisation et une capacité d'opérer ces technologies. Encore une fois, il y a des process qui sont adaptés, il y a des démarches qui sont adaptées, mais néanmoins, on a la force de frappe qui nous permet de l'adresser de manière cohérente. Donc on est sur le plan technologique un petit peu différent. Après, quand on parle encore une fois sur la partie digitale, enfin l'usine 4.0, j'ai beaucoup parlé de data. Ces data, il faut les remonter et on ne les remonte pas n'importe comment. Donc l'approche aussi en termes de standards, c'est de standardiser l'architecture et d'avoir une architecture qui soit, on appelle plan de connectivity chez nous, qui soit déployé dans toutes les usines dès lors qu'on a besoin de connecter des équipements qui vont remonter de la donnée. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a plusieurs couches. Déjà les couches de connectivity shop floor, ensuite des couches d'agrégation et de contextualisation de la donnée, et ensuite les couches de transfert vers le cloud. Chose importante, l'approche aussi, la stratégie de Sanofi était de dire on va créer un data lake dans lequel on va mettre toutes ces données de prod pour que derrière, les consommateurs puissent aller chercher, on puisse mettre à disposition les données dont ils ont besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste maître des données que l'on a et on évite de les envoyer. Et ce n'est pas une question de confidentialité, on est surtout sur l'intégrité et de la disponibilité chez nous. Mais plutôt que de les envoyer quand même, elles ont de la valeur ces données-là, plutôt que de les envoyer chez des fournisseurs, et j'ai rien contre les fournisseurs, donc on reste maître de la donnée. Deuxième élément, c'est que dans cette architecture-là, le site et le business sur le site garde l'ownership des données et est capable de dire, c'est son choix, tel type de données, je l'envoie dans le data lake ou je ne l'envoie pas, par rapport à tel ou tel usage. On parlait de flux remontants, est-ce que vous avez des flux descendants sur les systèmes, justement? Non, pas encore. Pas encore. Et effectivement, c'est une très bonne question parce que tu as raison, ça va arriver. Et aujourd'hui, on n'est pas suffisamment mature pour pouvoir apporter ces flux descendants et agir directement sur la prod. Donc aujourd'hui, c'est que des flux montants. Si ça tombe, c'est pas dramatique. On parle encore une fois de gains de productivité. Dès lors que, et ça vient, et on parle de plus en plus de fonctions dans le cloud, de fonctions industrielles dans le cloud,
Là, il va falloir, encore une fois, renforcer les architectures, mais d'où le fait que, déjà de base, cette architecture, elle existe et elle soit standardisée, et ensuite de pouvoir adresser la partie descendante. Comment vous maîtrisez la mobilité de vos équipements sans fil? Vous parlez d'architecture, les systèmes sont connectés à une architecture définie. Qu'est-ce qui fait que le métier ne peut pas prendre l'outil et le brancher ailleurs? Mais bien sûr qu'il peut le faire. C'est là où il faut... Non, mais bien sûr qu'il peut le faire. C'est une très bonne remarque. Vous pouvez l'adresser par les adresses MAC ou des choses comme ça pour faire en sorte que justement ça ne puisse pas être branché n'importe où. On peut imaginer beaucoup de choses, mais non, mais ta remarque est bonne. Et on ne maîtrise pas tout, c'est clair, faut être clair. Par contre, si on apporte des solutions qui soient utiles, enfin, j'allais dire consommables, hein, excuse-moi le terme, mais consommables pour le business local, et qui permettent de répondre à son besoin, il ne va pas les chercher à côté. Le risque qu'on a, c'est qu'on doit bien gérer la relation avec l'ensemble des équipes qui sont en charge de ces sujets-là, pour que justement ils s'intègrent dans ce framework, dans ces architectures, et qu'ils puissent avoir des produits qui sont développés, des produits digitaux qui répondent à leurs besoins. Maintenant, le fait qu'il y ait un patron d'usine qui aille chercher la solution X et qui l'implémente en direct, ça va être compliqué de le voir de manière automatisée. On va pouvoir le voir si on a des sondes qui permettent de le faire. Mais voilà, c'est plus compliqué. On n'empêchera jamais ça. Juste pour compléter sur la partie technologique, je vais faire la Suisse entre vous deux. Finalement, sur l'approche, c'est de dire... on n'est pas en guerre. Hein. Non, on ne l'est pas. Non, mais en fait, en termes d'approche, moi, l'approche a été de dire... J'applique dans la mesure du possible les standards IT, adapter modulo les adaptations qu'il faut, et ensuite, je dirais, couvrir on va dire le reste à faire avec les nouvelles technologies, enfin avec d'autres solutions. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que lorsqu'on doit traiter, il fallait qu'on le dise aussi, on traite encore du Windows XP, du Windows 7. Donc aujourd'hui, les solutions du marché... on va dire next-gen ne couvre pas ce périmètre-là, et donc il faut aller chercher des solutions complémentaires. Donc il faut un mix entre qu'est-ce qu'on opère aujourd'hui en standard côté IT, complété avec des nouveaux standards qui sont adaptés pour l'existant côté industriel. Merci. Il y a un autre point qui me paraît crucial que vous avez évoqué, notamment Thierry, dans ton framework, c'est le modèle opérationnel, operating model. Comment le mettre en place? J'imagine qu'il n'y a pas de recette magique. Vers quoi on peut s'orienter pour assurer une gouvernance cohérente? Alors, peut-être 2 éléments de réponse rapides. Je vais essayer d'être rapide. Il faut qu'on soit Je vais essayer d'être rapide. Non, le premier, c'est, quand on parle de modèle opérationnel, il y a la notion de confiance et d'amener cette confiance-là auprès des acteurs locaux dans les usines. Pourquoi? Parce qu'on va très loin, et que je le disais, le digital rentre de plus en plus dans l'usine et va très très loin dans l'usine. Donc ça veut dire qu'il faut que se crée la confiance, et la confiance, elle ne se crée pas toute seule. Je vais juste citer une anecdote pour un petit peu illustrer mon propos. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec un patron d'usine, une usine vaccin, il y a quelques années, et on avait des difficultés à déployer notamment les process de patch dans l'usine, parce qu'il faut requalifier les systèmes. Enfin, on fait des changes sur les systèmes, nos systèmes sont qualifiés, ils sont réglementés. Et donc, voilà, il faut requalifier, ça prend du temps, c'est plein de docs, c'est plein d'opérations à faire, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne le fait pas, ou on ne le fait pas bien, ou on le fait peu. Voilà. Et donc, je suis allé voir le patron d'usine en lui disant, écoute, franchement, il faut que tu nous aides là, parce que tes équipes qualité ont du mal avec cette approche-là. Je lui ai expliqué les enjeux, etc. Il a tout à fait compris. Il m'a dit, OK, je m'en occupe, je vais travailler dans ce sens-là. Par contre, concernant les patchs sécurité, dès lors que vous déployez des patchs, c'est pas la cyber qui déploie les patchs, hein, c'est les équipes infrastructures. S'il y a le moindre problème, vous êtes là. Voilà, le moindre problème, ça veut dire n'importe quand, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, etc. Mais vous ne dites pas, vous appelez l'infogéreur qui déploie les patchs, vous débrouillez, etc. Non, vous êtes là et c'est vous qui êtes sur le front. Donc ce que je veux dire, c'est que, et je lui ai dit, mais évidemment, c'est comme c'est un contrat qu'on établit, et pour implémenter, déployer ce modèle opérationnel, il faut qu'il y ait cette confiance-là. Ça, c'est le premier élément.
Et le deuxième élément, effectivement, on déplace les lignes. Donc, les équipes, on va dire, digital, IT, vont de plus en plus opérer les systèmes sur les sites industriels. Et donc, ça veut dire, et là, je rejoins tout ce qui a été dit, on ne le fait pas de la même manière que sur un environnement IT. Donc, ça veut dire qu'il faut adapter les processus. Nous, dans le cadre d'une ce qu'on appelle l'usine du futur, Evolution Facility, on a pris le parti de déployer les systèmes industriels le plus possible sur des standards tels que je l'évoquais. Bon, ça veut dire que ces standards-là, aujourd'hui, ils sont opérés, maintenus, gérés par les équipes centrales. Et donc, en termes de modèle opérationnel, si on délègue tout aux équipes centrales, ça ne marchera pas. Donc, il faut un modèle qui soit mixte, avec une partie globale et une partie locale, et qui est, j'allais dire, la bonne articulation entre les équipes globales et locales pour que, in fine, les opérations soient faites correctement et en prenant en compte les contraintes de prod, en prenant en compte les contraintes qu'on a sur les sites industriels. Donc c'est comme ça en tout cas qu'on a abordé l'implémentation du modèle opérationnel. Il y a une troisième quand même composante dans l'operating model, c'est finalement l'écosystème, les fournisseurs aussi qu'il faut intégrer, puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus de systèmes qui sont opérés par des tiers. Ce que tu disais à l'heure, on achète un système clairement. Donc il faut aussi l'intégrer, il faut intégrer aussi cette composante partenaire, que ce soit les équipementiers au sens industriel de la chose, mais aussi tous les intégrateurs. Parce qu'aujourd'hui on voit les systèmes lorsqu'ils sont livrés, on a des fournisseurs rang 1, rang 2, rang 3, il y a plusieurs rangs, donc il faut aussi intégrer cet écosystème dans l'operating model pour gérer le quotidien, les incidents de production, les évolutions, il faut aussi travailler avec eux. Et pour finir, de mon côté, c'est justement en lançant ce programme qu'on s'est posé la question, mais au fait, qui s'en occupe de ces technologies? Et en se posant cette question, on s'est aperçu de niveaux de maturité différents et que ce n'était pas forcément complètement clair. La certitude, en tout cas, qu'il y avait et qu'on a conforté cet été, c'est que ces activités de sécurité, elles ne sont pas faites, elles ne seront pas faites par des équipes dédiées, j'ai envie de dire. Elles sont faites potentiellement par des rôles, qu'on appelait des supports de proximité cyber, dans les équipes, j'ai envie de dire, de la BU et même du site. Et donc c'est ça qu'on a remis en visibilité, en réexplicitant ce que tu as dit, ce qu'il fallait faire en termes de sécurité. En build, ok, mais en fait surtout en run, parce que le réel niveau de sécurité, c'est celui qu'on a pendant que ça tourne, c'est pas pendant qu'on est en train de brancher et qu'on est en train de mettre en place les process. Et donc c'est ça qu'on a mis en visibilité, où il fallait finalement renforcer les équipes quelque part existantes de la filière industrielle, ces fameuses qu'on appelle peut-être des fois DSI industrielles dans les BU, je ne parle pas au sein de la DSI groupe où nous sommes, pour qu'avec elles, les faire monter, donc avoir les bonnes compétences, qui sont là, qui ne sont pas forcément là, la bonne disponibilité, les bonnes ressources, pour faire les bonnes activités au bon endroit. On parle pas mal parlé de la sonde. La sonde, moi je considère qu'en premier lieu, quelque part, première audience, ce n'est pas l'équipe cyber groupe central. C'est l'opérateur, justement, sur son site, qui maîtrise son outil industriel et qui, lui, va se rendre compte, c'est bizarre, ce nouveau device-là, j'ai raté un partenaire, j'ai raté un projet, j'ai raté quelque chose. Mais finalement, c'est pour eux, avant tout, ces outils. Donc, je vois l'operating model également, comme un peu l'industrie 4.0, comme l'opportunité pour nous, cyber, d'intégrer au bon niveau d'activités, de ressources, dans le quotidien des usines, ces activités qu'il faut faire tous ensemble, et en premier lieu sur le site, avec les personnes du site. Et ça veut dire des équipes, des personnes cyber sur site. Il y a déjà une grosse pénurie de talents en cyber. Cybersécurité industrielle, n'en parlons pas. Comment on peut faire? Les ressources, les compétences. En 2 minutes, si on veut prendre 2-3 questions après. 15 secondes. 15 secondes, très bien. Et Jérôme Billois l'a dit hier aussi également. Déjà, regardons ce qu'on a. C'est-à-dire que la cyber, malgré tout, aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi je dis malgré, en fait, ça attire. Ça fait quand même, ça questionne, ça intéresse. Et donc, les personnes qui sont aujourd'hui dans nos univers se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Aujourd'hui, dans mon équipe, qui est devant moi, j'ai une personne qui a été dans le monde de l'automatisme, dans l'informatique industrielle, et qui finalement, de fil en aiguille, pour détricoter nos use cases et nos besoins, etc., s'est dit, mais en fait, il y a besoin de sécuriser comme ci, comme ça. Donc, quelque part, faire monter en compétence nos organisations actuelles
c'est un bon levier, je trouve un sacré levier. Parce qu'après, effectivement, la guerre des talents sur le marché, la tension au niveau de ses compétences, là, je crois qu'on est au croisement de ce qui est le plus difficile. Forcément, il faut le garder, mais c'est vraiment un équilibre entre interne et externe. Et je pense qu'il y a des viviers peut-être insoupçonnés dans nos organisations. Alors, je partage complètement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, pareil, dans mon équipe, j'ai des personnes qui étaient sur des sites industriels qui ont rejoint l'équipe cyber. J'ai des personnes aussi en face de moi qui étaient sur d'autres périmètres, plus infrastructures techniques, etc., qui ont rejoint les équipes. Donc, il y a une diversité des talents. Et finalement, le point essentiel... Alors, il y a une diversité des talents en termes d'expérience, de ce qu'on appelle les hard skills, mais il y a surtout nécessité d'adresser le recrutement, en tout cas dans les équipes cyber, au travers des soft skills. Moi, quand je fais passer des entretiens, c'est la première chose que je regarde, et c'est avant tout ça que je regarde, c'est-à-dire des personnes qui sont en capacité d'embarquer les autres, de communiquer, de challenger, déjà de se challenger, parce que nous, on est en permanence en train de challenger nos modèles et de se reposer des questions parce que ça évolue. Il faut que nous, on se pose les bonnes questions aussi par rapport aux évolutions. De challenger les autres, le nombre de fois où à chaque fois, on nous explique que c'est compliqué, qu'on ne peut pas faire, mais si, on va le faire. On va le faire ensemble, mais on va prendre le temps, mais on va le faire. Donc, il faut avoir des personnes qui ont ce mindset-là et qui ont envie d'avancer et qui ont envie de progresser avec l'ensemble des acteurs. Donc, des personnes qui sont capables de travailler vraiment avec les autres et de les embarquer. Donc c'est ça qu'on recherche avant tout. Après, l'expertise, ça s'acquiert. Je veux dire, il ne faut pas non plus partir de très loin. Mais on a des programmes de formation, on accompagne. Mais encore une fois, la priorité, c'est les soft skills. Et c'est ça qui fait qu'on réussira et que la personne arrivera à apporter de la valeur dans la façon dont elle l'exprime après sur les périmètres. Je vais juste compléter très vite, mais en fait sur la partie plutôt côté usine, alors le challenge c'est quand même de trouver les bonnes les sachants. Moi, je suis pas très pour la notion de rôle correspondant sécurité d'usine, parce que finalement, la notion de rôle, ça veut rien dire, parce que il n'est pas objectivé, c'est pas dans la fiche de poste. Donc bon, après, on peut discuter pendant des heures là-dessus, mais le challenge... On était d'accord et que c'était des vraies positions et pas une casquette. Oui, voilà, exactement. Il faut que ça soit une vraie position. Ça, tu me regardes comme si on s'était... Non. Fatigué. non, on est d'accord sur le fond. Après, sur la forme, c'est vrai qu'il faut faire attention avec cette notion de rôle. Il faut que ça soit vraiment un poste. Mais pour moi, le vrai challenge, c'est vraiment côté usine, c'est de trouver le sachant. C'est-à-dire, si on a une question, si quelque chose arrive au niveau du SOC, quelque chose sonne au niveau du SOC, il faut rapidement savoir qui contacter dans les secondes qui suivent. Donc ça, pour moi, sur la partie humaine et sur la partie compétence, il faut identifier les bonnes personnes et aussi les onboarder aussi dans le programme cyber, parce que finalement, c'est eux, encore une fois, je répète, c'est eux qui feront une grande partie du job localement, et donc il faut les intégrer dans le dispositif, il faut leur trouver une place. Voilà, c'est le terme que je cherche, il faut leur trouver une place. Merci. En quelque sorte, avec tout ce que vous avez dit, je pense qu'il faut essayer de prendre le meilleur des deux mondes pour réussir cette transformation. Merci beaucoup. On a un tout petit peu de temps pour des questions. Olivier, tu avais dit que tu ne posais pas de questions. Il y a un point dans ce que vous avez dit, et je suis sûr que toi aussi tu as dit la même chose. En fait, vous parlez beaucoup de l'industrie 4.0 en projetant par rapport aux nouveaux déploiements, aux nouvelles lignes de production. Quand on voit l'IT, on a construit une époque, quand on regardait les clouds, la technique. Aujourd'hui, on a des techniques très chères, on l'a accumulé pour la payer. Et on ne peut pas franchement dire que le monde industriel soit très fort à des constructions. Quelque part, on garde le truc, le bord qui meurt. Et donc, votre stratégie par rapport au legacy, c'est quoi? Oui, je vais te répondre. Oui. Est-ce que c'est de le gouverner, de prendre le risque comme on fait quand on déconstruit, qu'à un moment, tant pis, ça tombera au niveau cyber, on sera passé sur les nouveaux environnements. Et si vous le faites, vous vous en occupez d'une manière ou d'une autre, comment vous le gouvernez, comment vous le financez? Alors, là-dessus, moi, je résume le propos. Moi, j'ai la baignoire est pleine, donc déjà, on va commencer par fermer le robinet. Donc, tout ce qui est nouveau, il est secure by design. Ça, on commence par ça. Ça, c'est la règle numéro 1. Ensuite, par rapport à... Et comme je disais tout à l'heure, il faut accepter de gérer un plan de sécurisation à 2 vitesses.
J'insiste là-dessus, on ne peut pas traiter les deux mondes. Et donc, déjà, ce qu'a dit tout à l'heure Thierry, pour tous les nouveaux projets, il faut avoir le framework. Voilà, tu veux ta nouvelle ligne de production, voilà ce que tu dois appliquer. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, le deuxième framework, entre guillemets, c'est finalement sur la partie, la deuxième vitesse, c'est-à-dire l'existant, comment le sécuriser. C'est ce framework, il faut ensuite le planifier dans le temps. C'est ce que tu disais, il faut avoir une vision, une cible. Et ensuite, il faut cadencer ça, prendre le temps. Ça prendra du temps. Après, il y a des priorités. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de déploiement vertical, horizontal. C'est est-ce qu'on prend une usine, on enchaîne les usines, je déploie mon framework par usine et on avance. Je commence par les usines critiques et ainsi de suite. Ou je prends mon standard et je le déploie de manière transverse sur toutes les usines et j'avance. Donc finalement, ça va être un mix entre les deux. Il faut être hyper tactique à chaque fois. Et c'est là où, on va dire, il y a beauté, on va dire, notre métier, c'est de trouver cet équilibre entre comment je déploie mon plan vertical et comment je tente sur des opportunités, sur un nouveau projet, sur une nouvelle implémentation d'un 4.0, je déploie une partie du framework de manière complètement tactique. Voilà. Ouais, je vais juste compléter. Vous m'entendez là ou pas? Non, oui. Je vais juste compléter. Donc je rejoins ce que tu as dit. Hein, c'est pas à côté. Il y a forcément tout ce qui est new qui se fait de manière propre. Après, il y a aussi des opportunités de pousser le business par rapport à du legacy à se mettre sur du new. Dès lors que ça existe, ça a de la valeur, etc. Et de killer, de décommissionner tout ce qui est legacy. Donc dans le cadre d'opérations, donc on parle d'investissement, quand même un peu plus intéressant d'investir, de transformer, de migrer vers du new que de repartir de zéro ou de garder des systèmes legacy qui sont un peu pourris et qui présentent des risques majeurs. Donc il y a vraiment cette volonté et cette approche de pousser le business à migrer, à décommissionner ce qui est du legacy pour aller vers du new qui est prévu pour. Et d'ici là, c'est la gestion de risque. C'est en attendant justement ces plans, les revampings d'usines ou quoi. D'où des fois ces technos où il faut prendre en compte, c'est plus de l'input, c'est du prérequis. Ils sont là, ces systèmes, qu'ils soient vraiment IT for OT ou automates, ils sont là. Donc c'est l'architecture quand même que nous on va pousser sécuriser, qui va t'amener cette défense en profondeur. Et c'était dans une de tes options, c'était une acceptation de risque, mais on a fait tout ce qu'on a pu quand même pour le réduire au maximum, en attendant effectivement le CQ by design des nouvelles usines. Donc ça fait partie du périmètre et on le prend en compte. Bonjour. Oui. Véronique Miro, Société Valeo. Vous avez beaucoup parlé des transformations qu'il faut faire en interne dans l'entreprise et je vous remercie pour la richesse de vos échanges. Mais quid des fournisseurs? Parce qu'honnêtement, ils sont à la ramasse. C'est des toutes petites boîtes très fréquemment. C'est un choix de ne pas le traiter parce que sinon on est reparti pour 1 heure. J'allais dire, on a combien de temps là pour en parler? Voilà, c'est ça. Non, mais si vous avez 3 conseils. Non, mais c'est une très très bonne remarque. Moi, je viens du monde télécom et quand je suis arrivé dans le monde industriel, j'ai vu le pouvoir qu'ont les fournisseurs dans les entreprises qui est phénoménal. Même des petits, hein, pas que des gros. Donc, ils ont un pouvoir énorme. Il n'y a pas de recette miracle. Je parlais tout à l'heure de soft skills et de challenger. Déjà, il faut avoir la bonne posture et il faut challenger ses fournisseurs. Même si on n'y arrive pas tout le temps, même si on n'obtient pas toujours les résultats, mais systématiquement les challenger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, prendre toutes les opportunités pour que, dès lors qu'il y a à la fois mise en concurrence, appel d'offres, etc., on puisse y intégrer. Nous, on a une quinzaine d'exigences cyber. Je parlais de standards. Hein, dans l'usine du futur dont j'ai parlé, tous les fournisseurs y passent avec ces 15 exigences. Voilà. Et s'ils ne passent pas, s'ils ne sont pas compatibles pour X raisons, on les traite à part. Après, on discute avec le business. Mais déjà, on a cet entonnoir et on a surtout le business qui est complètement aligné avec nous. C'est-à-dire qu'on a fait des choix avec lui en disant si le fournisseur ne bouge pas sur la cyber là-dessus, ce sera un no-go. Et le business est avec nous. Voilà. Donc, il n'y a pas de recette miracle. C'est compliqué. Il y en a, vous avez beau essayer de les triturer dans tous les sens, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. On a fait bouger des gros fournisseurs. Ça faisait des années que je discutais avec eux, qu'on discutait avec eux. Et le fait de les avoir adressés
avec le business, ça, je peux vous dire que c'est un truc qui marche à tous les coups, mais ça veut dire que le business, il est avec vous. Et pour l'embarquer, il faut un tout petit peu de temps. Merci beaucoup. Je suis désolée, il faut qu'on libère la salle. Bon, désolé. Merci beaucoup.